Le journal d'Haïti et des Amériques. 150 millions de francs or, c'est le prix colossal que les Haïtiens ont accepté sous la menace militaire de payer à la France, au roi Charles X, pour la reconnaissance de leur indépendance. C'était le 17 avril 1825, soit un peu plus de 21 ans après la victoire des esclaves contre l'armée napoléonienne. Pour rembourser cette somme destinée à dédommager les anciens colons, les Haïtiens ont contracté des prêts, là aussi auprès des banques françaises. C'est ce qu'on appelle la double dette d'Haïti. On parle même désormais de rançon. Alors 200 ans plus tard, jour pour jour, cette question hante encore de nombreux esprits. Et si Haïti n'avait jamais eu à payer cette dette dès le début de son indépendance, le pays serait-il aujourd'hui plus prospère? On en parle avec vous, Pierre-Yves Bocquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Merci d'être avec nous en studio sur RFI. Alors avant d'avoir votre analyse, je voudrais qu'on écoute ensemble ce reportage du correspondant de RFI à Port-au-Prince. Peterson Luxama est allé à la rencontre d'Haïtiens qui confirment que cette histoire est encore bien connue sur place et même de plus en plus, et qui ressentent pour beaucoup d'entre eux un profond sentiment d'injustice. Nous ne demandons pas des parce que nous nous demandons des parce que nous sommes rançonnés. La dette a longtemps été le sujet qui fâche, celui qu'on aborde qu'à demi-mot. Mais depuis quelque temps, la question refait surface. À Port-au-Prince, non seulement elle ne laisse plus indifférent, mais elle s'impose dans les esprits. Sephora, étudiante à l'Université d'État d'Haïti, se réjouit de cet éveil collectif. Parler de la dette de l'indépendance, pour moi, c'est une bonne chose. Comme tu peux le constater, c'est une levée de bouclier qui semble se produire, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. On aborde davantage cette question ces derniers temps, ce qui est normal, car c'est une grande injustice que la France nous a faite. Mais il ne suffit pas d'en parler, il faut aussi des actions concrètes pour qu'Haïti obtienne réparation et restitution. Réparation et restitution, c'est aussi ce qu'attend Richcard, jeune journaliste croisé à Pétionville. Il dit ne pas comprendre comment Haïti a pu être contrainte de payer une rançon en échange de la reconnaissance de son indépendance. C'est vraiment une aberration pour un peuple acheter un bagage. C'est véritablement une aberration qu'un peuple ait eu à payer pour une indépendance qu'il avait déjà conquise. Il y a eu tant de sang versé, tant de sacrifices consentis pour que cette nation puisse devenir libre. Mais ensuite, des autorités, dans le but d'être reconnues sur le plan international, ont accepté une logique de domination et ont décidé de payer cette dette. C'est ce qui explique la situation que nous vivons aujourd'hui. Entrer dans une logique de domination qui cause que nous là jusqu'à maintenant. Jean-Willy Bellefleur est membre fondateur de Haïti 3R, une jeune organisation créée dans le but de mener des plaidoyers pour la restitution de la rançon de l'indépendance. Selon lui, le paiement de cette rançon a ruiné l'économie du pays et est à l'origine d'une grande partie des malheurs que connaît Haïti aujourd'hui. Si Haïti n'avait pas à payer cette dette, la situation du pays aurait... Si Haïti n'avait pas eu à payer cette dette, la situation du pays aurait été bien meilleure. Avec cette rançon à payer pendant 127 ans, cela ne pouvait pas ne pas affecter l'économie du pays. Surtout, il s'agissait d'une jeune république qui a dû payer ce qu'elle ne possédait pas à la France. Qu'elle ne possédait pas à la France. Un point de vue partagé par Georges-Éddy Lucien, professeur d'histoire et membre du collectif contre la rançon de 1825. Il dénonce une injustice historique, une manœuvre vouée à briser l'élan de la révolution haïtienne et à effacer le symbole de sa liberté. À ses yeux, la réparation de cette injustice morale et historique est une nécessité. Nous ne demandons pas à la France de nous restituer cet argent parce que nous avons faim, parce que nous faisons face à l'insécurité ou encore parce que des jeunes et des enfants n'ont pas accès à l'éducation. Nous réclamons la restitution de la dette parce que nous avons été rançonnés. Nous exigeons le paiement de cette rançon afin d'éviter que d'autres générations, en Haïti ou ailleurs, ne continuent à être rançonnées par une grande puissance. Il est temps d'y mettre fin en créant un précédent. C'est le vœu exprimé par de nombreux Haïtiens, mais d'autres se montrent plus sceptiques, à l'image de Fritz Deshommes, président du Comité national pour les restitutions et les réparations. Selon l'ancien recteur de l'Université d'État d'Haïti, la France ne semble pas encore prête à aborder le sujet comme il faudrait et les démarches annoncées ne sont pas convaincantes. Dire que la dette est morale, comme l'ont affirmé plusieurs présidents français pour ne pas faire le geste qui permettrait de la réparer, cela ne veut rien dire. Je ne suis pas sûr que la France est prête à rembourser cette rançon.
Ce sont des démarches qui ne prennent pas la mesure des torts causés et des réparations nécessaires. Ce n'est pas seulement une dette d'argent que les Haïtiens réclament, c'est une dette de dignité, une dette de vérité. 2 siècles plus tard, Haïti attend toujours. Mais jusqu'à quand la France finira-t-elle par reconnaître cette injustice historique? Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI. Alors Pierre-Yves Bocquet, vous avez écouté avec moi en studio ce reportage de notre correspondant. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. La position de la France, on va y revenir dans quelques instants, mais d'abord, ceux qui pensent que cette dette a encore des conséquences aujourd'hui en Haïti, est-ce qu'ils ont raison ? Cette dette, cette indemnité, elle a en fait déclenché un engrenage en créant une dette exorbitante, écrasante sur le jeune État haïtien. Elle l'a entraîné à s'endetter et cet endettement a fait boule de neige et ce coup d'arrêt en fait sur le développement économique d'Haïti a incontestablement orienté le développement du pays sur une mauvaise voie. Et cette mauvaise voie a eu des conséquences qui se ressentent encore jusqu'à présent. La dette n'est pas la seule explication de la situation dans laquelle le pays est aujourd'hui, mais c'est l'une des explications et ça fait partie du travail auquel on essaie de contribuer avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage que d'expliciter cet enjeu. Alors, je voudrais qu'on revienne un instant sur le bilan chiffré de ce que cette dette a pu coûter à Haïti, parce que c'est pas un bilan qui est vraiment facile à établir. On cite souvent cette vaste enquête qui a été publiée en 2022 par le New York Times, qui estime de son côté que le montant total versé correspondrait à 560 millions de dollars en valeur actualisée. Donc c'était en 2022, ça ferait à peu près 525 millions d'euros. Si on prend en compte le fait que cet argent a été utilisé donc pour autre chose que la construction d'infrastructures, par exemple, en tout cas pour le développement du pays, le préjudice total serait chiffré entre 21 et 115 milliards de dollars. Est-ce que ça vous paraît cohérent ? C'est des évaluations qui sont très difficiles à faire, voire impossibles, parce que l'histoire peut prendre plein de chemins et dans les estimations les plus importantes, on est sur des scénarios dont on ne sait rien en fait sur ce qui aurait pu se passer pendant 200 ans en Haïti, tout autour. Si les États-Unis, est-ce que les États-Unis auraient envahi Haïti en 1915, si les choses s'étaient passées différemment dans le siècle précédent. Donc, c'est des évaluations qui ont le mérite de pointer le fait que le développement du pays a été déraillé, incontestablement. Ensuite, l'enjeu, c'est de faire prendre conscience à la France de l'importance de ce sujet, du fait que c'est inscrit dans l'histoire de France et que ça doit transformer les relations entre la France et Haïti. Et le dernier point, c'est qu'il est incontestable que Haïti a des besoins aujourd'hui et que ces besoins, il est important. Enfin, la France a un rôle à jouer dans la résolution de la crise et une partie de la réponse est une réponse financière. Donc, quand on ajoute tout ça, il faut articuler cette démarche d'aide d'urgence humanitaire et puis cette démarche mémorielle. Les deux sont différentes et certains des intervenants haïtiens l'ont souligné, c'est deux démarches différentes, mais qui, à un moment, doivent se rencontrer. Ça va prendre un peu de temps, il faut de la méthode et ce qu'on espère à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est que la démarche qui est en train de se mettre en place va permettre de travailler sous les deux plans et que les démarches puissent se rejoindre d'ici quelques temps pour avoir une réponse qui fasse sens et qui fasse droit effectivement à la dignité du peuple haïtien, comme ça a été dit tout à l'heure. Le président français Emmanuel Macron, il doit annoncer justement, aujourd'hui, on attend, on ne sait pas vraiment à quelle heure, le lancement, en tout cas d'après ce que dit l'Élysée, d'un travail historique. On imagine peut-être une commission d'historiens qui devrait travailler sur ce sujet, proposer des solutions. Par rapport à ce que vous dites, Pierre-Yves Bocquet, c'est une bonne idée, un premier pas supplémentaire important ?
Ça ouvre une porte vers quelque chose de neuf et il était très important d'ouvrir cette porte parce que depuis 200 ans, la question d'Haïti hante la mémoire française. La plupart des gens ignorent en fait que Haïti a été la colonie française de Saint-Domingue. Ils ignorent aussi que dans ce pays se sont joués des combats majeurs dans l'histoire du monde. C'est le moment où le combat pour la liberté et l'égalité s'applique effectivement dans un pays du Sud, détruit l'esclavage, affirme l'égalité des Noirs et des Blancs. Tout ça à la fin du XVIIIe siècle, donc dans une chronologie très en avance par rapport à l'idée qu'on se fait de ces combats. Donc tout ça a été enfoui, oublié par les Français. C'est important de faire surgir ce sujet-là. Et la dette pose aussi la question des relations inégales entre le Nord et le Sud. Ça agglomère tout ça. Et que la France s'engage, d'une part, dans cette reconnaissance, ça inscrira Haïti et la révolution haïtienne et tout ce qui s'y est passé aussi dans la mémoire française, et ça, c'est capital. Et ça, on l'espère, ouvrira un nouveau dialogue entre Paris et son ancienne colonie sur un nouveau terrain qui est celui d'un dialogue plus égalitaire autour de cette question de réparer les conséquences de cette décision funeste. Mais ça ne pourra pas être que mémoriel, il faudra que ce soit accompagné d'un financement Alors d'abord, sur ces questions de mémoire, même quand on est dans le mémoriel, les paroles doivent être suivies par des actes. Le sens qu'on donne à une reconnaissance dans le passé, il se fait par des paroles fortes. On espère que celles du président de la République seront fortes et signifiantes aujourd'hui. Mais pour en montrer la sincérité, il faut aussi des actes. Et ces actes, ils passent par des moyens qui sont développés, des musées, des gestes qui ont la préservation du patrimoine. Le patrimoine de la Révolution haïtienne est un patrimoine majeur qui est aujourd'hui en danger en Haïti et qui a besoin de moyens. Et au-delà de ça, ce que cette reconnaissance doit amener à faire, c'est une nouvelle relation entre les pays. Et cette nouvelle relation, elle doit passer aussi par des projets portés ensemble avec une dimension financière qu'il va maintenant falloir construire entre les autorités haïtiennes et les autorités françaises. Merci beaucoup Pierre-Yves Bocquet d'avoir été avec nous en direct sur RFI. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Merci. RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM. La dette haïtienne, vous en parlez aussi, Franz Duval. Bonjour Franz. Bonjour Clotilde. Rédacteur en chef du Nouvelliste, on vous retrouve chaque jeudi sur RFI. Alors vous écrivez dans votre éditorial que la France et Haïti ont rendez-vous sur la question de cette double dette. Qu'est-ce que vous en attendez, vous Franz ? Qu'est-ce que les Haïtiens attendent du président français Emmanuel Macron aujourd'hui ? Alors idéalement, une surprise, quelque chose qui va nous surprendre, une déclaration faite depuis Paris pour la première fois sur la dette par le président français. Ce sera quelque chose de significatif, j'espère. La dernière fois qu'un président français a parlé de la dette, c'est le président François Hollande qui était à Port-au-Prince et qui avait parlé de la dette morale que la France devait à Haïti. Je suppose que M. Macron va dépasser la dette morale pour passer à autre chose. C'est l'attente principale qu'on a. Bien entendu, on n'a pas les éléments de sa déclaration pour le moment, mais on espère que ça va faire avancer cette histoire douloureuse entre nos deux pays. Alors, dans le Nouvelliste, France, tout autre sujet, vous annoncez aussi que la mobilisation populaire prévue hier pour dénoncer l'inaction sécuritaire des autorités a été annulée. Pour quelles raisons ? Alors, d'abord, le gouvernement avait pris peur. Le gouvernement avait mené toute une campagne, avait été porté plainte à la CARICOM, avait lié la mobilisation populaire et l'action des gangs. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni avaient pris position. Hier matin, il y avait un grand déploiement policier, militaire pour empêcher que les gens ne sortent de leur quartier pour venir manifester devant le siège de la présidence haïtienne et du bureau du Premier ministre. À la fin, les gens ont décidé de ne pas manifester parce qu'ils craignaient que d'un côté ou de l'autre, du côté du gouvernement ou du côté des gangs, il y ait des actes qui pourraient provoquer une éruption de violence. Les organisateurs de la manifestation ont décidé de renvoyer s'inédier cette mobilisation populaire, bien que les gens s'étaient très intéressés à participer et à dénoncer l'inaction du gouvernement.
Toujours dans le Nouvelliste, vous consacrez aussi un article sur la santé mentale des Haïtiens qui est en chute libre, c'est ce que vous écrivez, à cause du traumatisme subi dans ce contexte de violence. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut dire que le principal centre d'aide psychiatrique a été détruit par les gangs. C'était au cœur de Port-au-Prince, c'était le centre de psychiatrie. Il y a encore une petite aide qui se fait par téléphone pour ceux qui appellent, qui demandent de l'assistance. Mais en réalité, personne ne sait vraiment comment se portent les Haïtiens, comment se portent les adolescents, comment se portent les parents qui perdent leur maison, qui perdent leurs emplois, comment se portent les femmes qui subissent des violences sexuelles. En réalité, il y a peut-être une très grande catastrophe qui couvre à Port-au-Prince et cela concerne la santé mentale, tout comme la santé physique des Haïtiens, mais vraiment, il y a quelque chose qui se passe et qu'on n'arrive pas encore à évaluer correctement et encore moins à traiter correctement. Et c'est à lire donc sur lenouvelliste.com. Merci beaucoup Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste.